MTP, nous allons étudier deux algorithmes pour rechercher le minimum d'une fonctionnelle quelconque. L'algorithme du gradient et l'algorithme de Newton. Donc ce TP fait suite au premier TP où nous avions étudié la méthode du gradient pour les fonctionnelles quadratiques. Il peut être vu cependant indépendamment. Alors, nous allons prendre l'exemple d'une fonction très connue en optimisation qui s'appelle la fonction de Rosenbrock, qui a cette expression. Alors, première question, on demande de déterminer le minimum de cette fonction. Et bien c'est très facile d'observer qu'il s'agit d'une somme de deux carrés et que ces deux carrés sont simultanément nuls lorsque x égale 1 et y égale 1. Donc l'unique minimum de cette fonction est atteint en point 1, 1. Et nous allons essayer de le retrouver numériquement. Alors, auparavant, nous allons voir un peu l'allure de cette fonction. Donc nous allons la tracer sur le segment moins 1, 2, croix moins 1, 2. Donc pour cela, il existe une instruction qui s'appelle contour. Puisque c'est une fonction à deux variables, nous allons tracer ces lignes de niveau. Donc pour gagner un peu de temps, j'ai déjà rentré la fonction R, la fonction Rosenbrock, donc qui prend en entrée un vecteur à deux composantes et en sortie donne un réel. J'ai également rentré la fonction gradient, c'est-à-dire le gradient de cette fonction, R, et également le hessien de cette fonction. Donc par exemple, si je teste sur un exemple la fonction R, point 1, 0 par exemple, voilà, je trouve 10. Si je la teste au point 1, 1, je trouve bien 0. Si je teste le gradient de la fonction de Rosenbrock au point 1, 1, je trouve bien le vecteur nul, c'est-à-dire que le minimum est bien un point critique. Et si je regarde le hessien au même point, je m'aperçois qu'il s'agit bien d'une matrice symétrique définie positive, simplement par le critère de Sylvester. Donc j'ai bien effectivement un minimum au point 1, 1. Et pour tracer, donc l'instruction s'appelle contour, il faut d'abord définir, discrétiser l'axe des abscisses. Donc, par exemple, je vais mettre entre moins 1 et 2, je vais mettre 100 points. L'axe des ordonnées de même. Et je vais tracer l'ensemble des points sur ce maillage. C'est-à-dire ça va me donner une matrice de taille 100 par 100 que je vais calculer en chaque point. Voilà, j'ai donc maintenant une matrice. Et je vais demander de tracer les contours sur ce maillage, en spécifiant par exemple pour commencer le nombre de lignes de niveau que je souhaite. Donc sur la figure 1 par exemple. Voilà. La figure 1 que voici. Alors, on ne voit pas trop la nature près du minimum des lignes de niveau. Donc je vais changer les lignes de niveau, je vais les spécifier, je vais les mettre beaucoup plus fines au niveau autour de la valeur 0. Donc par exemple 0, 0,1, 0,2, etc. Ensuite, je vais spécifier quelques valeurs au-delà, par exemple de 1 à 10, 1, 2 jusqu'à 10, et puis je vais en mettre 2 de plus. Les lignes de niveau valant 20 et 40. Donc ça, c'est une autre façon de représenter la même fonction, mais avec des lignes de niveau que j'ai choisies. Et donc on voit la nature de cette fonction avec le minimum qui se trouve ici, et une vallée étroite et oblique, qui va nécessiter un algorithme relativement efficace pour aller chercher le minimum qui se trouve ici. Minimum 1, 1. Donc c'est parti, quand on regarde le TP, on demande d'abord de tester la méthode du gradient. Donc la méthode du gradient, c'est simplement une méthode qui va consister à descendre le long des lignes de niveau, perpendiculairement à ces lignes de niveau, puisque on va suivre la direction du gradient, jusqu'à atteindre, on l'espère, le minimum. Alors,
Donc il est demandé d'écrire une fonction GPF2 prenant en entrée tous ces arguments, je vais les copier. Donc je vais écrire ma fonction à la suite. Alors en sortie, je vais lui demander de me donner une valeur approchée, combien d'itérations ont été nécessaires et la valeur du résidu. Donc je l'appelle gradient à pas fixe 2 et je lui donne en argument j, nabla j, u0, epsilon, max iter et rho. Donc je vais réécrire devant vous cette fonction. Alors d'abord j'initialise u à sa valeur initiale, u0, nb iter, le nombre d'itérations pour l'instant à 0. Le résidu, c'est la norme du gradient donc de j de u, de nabla j de u, pardon. Et ensuite, je rentre dans une boucle, c'est une boucle while. Tant que le nombre d'itérations est inférieur au max d'itérations et que le résidu est plus grand que epsilon, eh bien, je réactualise ma valeur de u de la manière suivante. U égale u moins rho nabla j de u. Et je change ensuite, j'incrémente mon nombre d'itérations. Et je réactualise la valeur du résidu que je recalcule. Voilà. Donc, ceci étant fait, je pense avoir écrit correctement la fonction GPF2. Je vais donc la tester à présent sur mon exemple. Donc il est demandé, quand même vérifier auparavant qu'il n'y a pas d'erreur de syntaxe. Alors j'efface la figure. Voilà, donc elle est correctement définie, la fonction. Maintenant, je vais demander de l'appliquer à la fonction de Rosenbrock pour ses données initiales. Donc c'est parti, je choisis mes données initiales, donc toujours à la suite, U0, epsilon. Il faut aussi que je spécifie le nom max d'itération, je vais mettre un nombre très grand, c'est plus une sécurité, 20 000. Je spécifie, je teste ensuite, GPF2, donc je peux faire un copier-coller de cette ligne. Donc en spécifiant par contre qui vaut J, c'est cette fois R, nabla J c'est nabla R, U0 est fixé, epsilon est fixé, maxiter est fixé, je n'ai pas encore défini ρ, on propose 3 valeurs, je commence par la première, 0.01. Et ensuite je vais lui demander d'afficher la valeur approchée du minimum, qui s'appelle donc ici U, ainsi que le nombre d'itérations pour l'obtenir, qui s'appelle ici nbit, par la première méthode qui est la méthode du gradient. Allons-y. Alors, j'ai obtenu en 1951 itérations une valeur relativement proche par cette méthode. C'est-à-dire que j'ai approché le point 1,1. Cependant, il a fallu beaucoup d'itérations et on peut le comprendre sur les lignes de niveau puisque descendant perpendiculairement, je vais devoir faire énormément d'oscillations pour arriver à une valeur approchée satisfaisante. Si je change ma valeur de ρ, je suis même pas arrivé au bout de 20 000 itérations à une valeur raisonnable. Donc c'est encore pire avec 0.03. Donc c'est une méthode qui, par certains critères, en respectant certains critères, va permettre d'obtenir une bonne approximation. Simplement pour des fonctions comme celle-ci, les lignes de niveau ne représentent pas forcément la bonne information. L'orthogonalité n'est pas la bonne direction à choisir pour approcher correctement le minimum. En réalité, il faut avoir une information supplémentaire, c'est une approximation l'ordre 2. Et l'approximation l'ordre 2 de la fonction, elle permet de définir une méthode beaucoup plus efficace qui est la méthode de Newton, donc qui est expliquée ici dans cette
Sixième question, donc on va changer de direction. On va prendre cette direction-là à chaque itération avec un pas égal à 1. Donc on gagne également le fait que la méthode ne sera pas dépendante d'un pas. Donc c'est la méthode de Newton. Donc je fais un copier-coller, je vais adapter ma fonction GPF2, je l'appelle à présent Newton. J nabla J, par contre j'ai un argument supplémentaire qui est le hessien de la fonction J, mais j'ai un argument qui a disparu, c'est ρ qui est le pas. Donc le ρ est égal à 1. Par contre maintenant, il faut calculer l'inverse du hessien au point U que je multiplie par le gradient de la fonction J au point U. Et ça donne ma nouvelle itération. Je n'ai rien d'autre à changer. Alors, je vais partir du point 1, 0, par exemple. Je vais faire ce copier-coller là à nouveau. C'est un copier-coller. Rho, je l'enlève. Et au lieu de mettre GPF2, je vais mettre Newton. Par contre, c'est pas J. Ici, sur cet exemple, c'est R, nabla R, HR, qui ont été calculés au-dessus, U0, epsilon, maxiter, tout ça c'est bon. Et ce sera donc avec Newton. Allons-y, je remets la valeur de ρ qui était convenable. Et si je lance... Ah, j'ai une petite surprise, c'est qu'en une itération, je suis arrivé au minimum. C'est quand même un peu exceptionnel. Donc, pour avoir quelque chose de plus général, je vais prendre quelque chose d'aléatoire au départ. Et je peux prendre aussi ce même nombre, d'ailleurs, aléatoire au départ pour la première méthode. Donc, d'ailleurs, U0, je n'ai même pas besoin de redéfinir. Il reste à sa valeur. Et c'est parti, avec une valeur aléatoire. Voilà, ici, il m'a fallu 1872 itérations sur cet exemple pour approcher correctement le minimum 1,1 avec la méthode du gradient, alors qu'il n'en a fallu que 5 pour approcher avec une aussi bonne précision avec la méthode de Newton. Je peux relancer. Voilà, 5 contre 1939 ici, etc. Je peux relancer autant de fois, 6 contre 1951. Donc la méthode de Newton est beaucoup plus efficace que la méthode du gradient sur cet exemple, tout simplement parce qu'elle utilise des informations d'ordre 2, donc plus précises, pour construire une direction de descente pour la fonction considérée.